Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes pas loin du Cateau, nous sommes à Ors, où Jacques Dumigny, le maire d'Ors, nous reçoit. Monsieur Dumigny, bonjour. Bonjour. Alors on va essayer de retracer un petit peu l'histoire, tout ce qu'on a sur Ors, qui est une superbe ville, ou village, mais donc Ors est situé dans la région des Hauts-de-France. Je vous laisse un petit peu expliquer un petit peu cette situation. Nous sommes dans la région des Hauts-de-France, nous sommes dans le Cambrésis, mais dans le parc de l'Avesnois. Donc nous avons la particularité d'avoir un pied dans le Cambrésis et un pied dans l'Avesnois. Et en fait, tout notre paysage, toute notre biodiversité est dans l'Avesnois. Donc on voit encore beaucoup de champs, mais à côté il y a des pâturages et on a gardé les haies. On a gardé les haies, on n'a jamais eu de remembrement, ce qui est déjà une bonne chose. Quand on a classé toutes les haies dans le plan d'urbanisme, donc c'est important. Donc c'est important. Si les agriculteurs sont gênés par une haie, ils peuvent demander l'autorisation de la détruire et à ce moment-là, ils reconstruisent sur une autre parcelle l'équivalent de ce qui a été détruit. Donc on garde notre bocage vraiment comme il y a, pas tout à fait un siècle, mais très longtemps, et on garde notre spécificité bocagère. Alors Ors, c'est une vieille dame. Les armes d'Ors se blasonnent ainsi: d'or à 3 lions d'azur, au chef de gueule chargé d'une Notre-Dame de grâce, de carnation à mi-corps, tenant à senestre l'enfant Jésus, et vêtu de gueule et d'azur. Donc on a des traces qui datent très vieilles, 12e, 14e siècle. Oui, et en fait, je crois que la commune, la commune, c'est en 685 qu'elle a été donnée à l'évêque de Cambrai. Donc, partant de là, c'est Othon III qui a donné cette commune à Vindicien, si je me souviens bien, qui était l'évêque de Cambrai. Et partant de là, forcément, la commune était sous l'égide de l'évêque. Ce qui fait qu'on a énormément de choses religieuses sur la commune. Alors, superficie 17,76 km². Il y a combien d'habitants actuellement? 651 au dernier recensement. Donc c'est correct. C'est correct et ça va plutôt... Bon, c'est vrai qu'actuellement, les habitants bougent beaucoup. Autrefois, on était installé dans le village et on y passait sa vie. Maintenant, c'est vrai que les gens viennent et repartent selon leurs activités. Ils envisagent, même ils achètent parfois ou ils construisent une maison. Et puis au bout de quelques années, ils sont forcés parce que le métier change ou parce que ou c'est l'entreprise qui ferme. Donc ils sont obligés d'aller ailleurs et du coup, c'est à la fois... La population est beaucoup plus changeante. Alors on a une superficie importante, la forêt qui borde le village. Presque 750 hectares, oui. Ça fait partie Ça fait partie entièrement du village. Du village. On a la chance également d'avoir un canal. On a un canal et une voie ferrée. Donc tout va bien pour le transport. Alors on a tout ce qu'il faut. Alors, en parlant de lignes de chemin de fer, en faisant des recherches, c'est vrai que en 1900, on comptait à peu près 76 trains par jour, 22 trains de voyageurs, 21 express et 33 trains de marchandises. De nos jours, qu'est-ce qui passe encore sur la Alors, commune? il passe 2 trains le matin dans chaque sens, 2 trains le midi et 2 trains le soir. Actuellement, mais bon, si on part le matin, il faut revenir le soir pratiquement. C'est pas des plus pratiques. Mais enfin, c'est quand même un plus par rapport, puisqu'il y a une gare, ça permet quand même de l'utiliser et elle est quand même utilisée de temps en temps. Il y a encore des voyageurs qui la prennent. Bon, ils sont peu nombreux, mais si les arrêts existent, c'est que la SNCF... Autrement, ce serait supprimé. Autrement, oui. Alors, il y a beaucoup d'habitants du village qui nous disent que dans le temps, on voyait les vélos qui étaient mis sur le côté et les gens venaient du village ou autour. Oui, autour. Et donc, ils prenaient le train là. De Bazuel, de Catillon, même de Roger de Beaulieu, Mazinguien, les gens venaient en vélo. Et il y avait énormément... Enfin, moi, je me souviens, étant gamin, on a encore des cartes postales où il y avait 2 estaminets près de la gare et des quantités de vélos qui s'appuyaient sur les murs et qui attendaient le retour de leur propriétaire le soir. D'accord. Alors, on en parle un petit peu. 1033, l'empereur Conrad confirme à l'abbaye Saint-André du Cateau la possession de l'église d'Ors. Cette église, elle date de quelle année? L'église a été construite en elle a été détruite en fait, en 1727.
parce que elle était trop âgée. Elle était reconstruite à ce moment-là. Et elle a souffert à chaque guerre. Ça a été vraiment en 1858, elle a été reconstruite. Parce qu'on a eu plusieurs guerres. On a déjà eu la destruction par les Autrichiens en 1794. En 1794. 1794, il y avait un guetteur dans le clocher et on a mis le feu au clocher, mais c'est l'église entière qui a brûlé. Et donc ici, elle a été reconstruite. Elle date à peu près de quelle année 1828 normalement. Donc on a une belle église. On a une belle église. À l'intérieur, il y a une cloche. Il y a une cloche. Alors là, l'histoire de la cloche, c'est aussi... En fait, en 18, l'église, le clocher a été entièrement détruit. Les morceaux de la cloche de l'époque ont été installés derrière le presbytère et ça a été volé. En 1927, l'église a été reconstruite et avec une nouvelle cloche. En 40, quand Rommel est arrivé, il a tiré sur le clocher. Il y a eu des éclats sur la cloche, mais elle a continué à fonctionner. Elle sonnait peut-être un peu faux, mais elle a continué à fonctionner jusqu'en 1994. Où un jour quelqu'un est monté dans le clocher et a dit « Vous avez vu votre cloche, elle est en train de se fêler et il y a un morceau qui risque de tomber de là-haut et comme elle fait 800 kg, même s'il n'y a que 200 kg qui dégringolent du haut du clocher, ça peut faire très mal. » Donc on a arrêté la cloche. Je me suis dit « Il faut qu'on en rachète une parce qu'il fallait bien qu'on rachète quelque chose. » Et la cloche c'est quand même important aussi dans un village pour les événements, marquer les événements. Donc on descend la cloche de là-haut. On la met sur un chariot pour aller la refondre à Annecy, à l'entreprise Paccard. Et puis quand un certain nombre d'habitants ont vu cette cloche qui était vraiment très travaillée, très, très belle, et qui avait toute une histoire en fait, les habitants ont dit « Ah non, il ne faut pas la laisser partir ». J'ai dit « D'accord, on ne la laisse pas partir, mais vous me trouvez la différence, vous me trouvez l'argent ». Donc on a fait une souscription. D'accord. Et tout le monde a donné son obole. Et on a gardé la cloche qui est à l'intérieur de l'église. Et puis il y a une nouvelle cloche complète qui a été refaite. Je suis allé à Annecy d'ailleurs pour voir la fonte de la cloche. D'accord. Dans quelques jours, quand Marie sera hissée en haut de notre clocher et que ses tintements se feront entendre à travers notre campagne, c'est la voix de tout un village, uni, fier de l'être et heureux de vivre sur sa terre, que nous entendrons, et cela, à nos yeux, n'a pas de prix. Le 18 mai 40, quand Rommel rentre dans le village, il dirige les canons de ses chars sur le clocher, ce qui provoque un trou de cloche, et au fil du temps, la cloche s'est fêlée. Et donc, pour des raisons de sécurité, nous avons dû la remplacer par une nouvelle. C'est un événement très important. On s'en rend compte au fil du temps parce que les gens attachent une énorme importance à leur cloche. C'est le symbole de leur village, c'est le symbole de la vie, c'est un symbole de liberté, de foi pour ceux qui croient. C'est quelque chose de très important dans la vie d'un village. Oui, pour mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, mon père et ma belle-mère. Je suis très ému car ma famille est dehors. Elle a plus de 100 ans de présence dans le village. C'était un grand jour pour moi, très contente. Surtout pour rappeler les parents qu'ils ont vécu tous ici, quoi. Alors, en dehors de l'église, il y a beaucoup de choses à voir autour. On va aller du côté du Flaquet. On a un polissoir. On a un polissoir. Alors, c'est quoi un polissoir? C'est une pierre qui servait au... Elle date du néolithique, hein.
Donc c'était les hommes préhistoriques qui affûtaient leurs outils de pierre sur cette pierre même. Donc ça a été, je crois qu'on l'a trouvé en 1971 quand on a creusé, enfin nettoyé l'étang du Flaquet. Et donc, depuis 1980, elle est protégée. Et depuis elle est protégée au monument historique. Donc c'est important. C'est important, et c'est quand même un élément qui montre que la forêt est ancienne. Hein. Alors, la motte castrale, c'est pareil. Je ne sais pas si les gens sont courants, non, mais expliquez-nous un petit peu tout ça. En 1255, l'évêque de Cambrai voulait marquer le territoire. En fait, or, c'est la fin du Cambrésis. Donc, il fait construire un château fort à triple enceinte, ce qui est très rare. Et malheureusement, au départ, ça a servi de défense, et puis après, elle a surtout, enfin, ce château fort a servi aux brigands. Enfin, ça a été jusqu'à sa destruction en 1429, si je me souviens bien. Et tout a été démantelé, les habitants ont récupéré des pierres, d'ailleurs le soubassement de l'église c'est des pierres de la motte castrale, il y a quelques maisons aussi, l'ancien presbytère et quelques maisons du village qui ont été construites avec ces pierres. Et j'ai appris il y a très peu de temps par l'université de Stirling, un professeur qui faisait qui racontait l'histoire du roi d'Écosse qui s'appelle John Balliol. Et John Balliol a été, enfin c'est là que j'ai appris que John Balliol avait été incarcéré pendant 6 mois dans cette forteresse. Donc là aussi des Anglais sur le territoire d'Or. Pourquoi on ne sait pas, mais et donc la dame qui faisait le roman, enfin le roman ou l'histoire du roi voulait avoir des éléments de cette forteresse. J'ai dit, je ne peux vous donner que des photos aériennes parce que là malheureusement on ne voit plus rien. Si on y allait aujourd'hui, il faudrait mettre des cuissardes. Oui. Mais le site est très 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 joli à voir. Et d'ailleurs on l'a gardé dans le plan d'occupation des sols. Si un jour c'était vendu, on essaierait de le récupérer pour faire. C'est vrai qu'il y a vraiment, c'est très 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 chouette. Alors, il y a un maire précédent, en 1884, M. Huyot, qui a fait des fouilles. Et apparemment, donc, ils ont retrouvé des murailles d'une épaisseur d'1,20 m, des traces de galeries souterraines, des armes, des vases, des ossements, des flèches, des boulets en grès, des débris de tuiles, de poteries, des éperons en fer revêtus d'une mince couche d'or. Un fer de lance à 3 tranchants, assez bien conservé. Est-ce qu'on a des traces de tout ça? Non. Non, je ne sais même pas où tout ça est parti. Apparemment, il y a eu ces fouilles, donc ils ont trouvé des choses. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je ne sais pas. Et nous, la motte a été seulement classée en 1995 ou quelque chose comme ça. C'est très récent. Parce qu'en fait, justement, il y avait un propriétaire qui avait commencé à creuser, et là, on l'a vite arrêté en disant attention, c'est pas n'importe quoi. Il faut. Il y a même peut-être encore des souterrains. Ah oui, il y a encore des souterrains. D'accord. Monsieur Brouet, près de chez Monsieur Brouet, puisque c'est la malmaison aussi, la maison où il habite, il a retrouvé des souterrains. D'accord. Et paraît-il qu'on pouvait aller jusqu'à Cambrai, qu'il y avait un souterrain qui pouvait aller. Ça fait peut-être. On n'a jamais testé, mais il y avait des souterrains. Oui. Maintenant, on a parlé un peu de guerre. Donc, on a évoqué la guerre avec les Autrichiens, la Première Guerre mondiale, bataille de la Sambre. Peu de temps avant, finalement, l'arrêt de cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais qui revenaient de la bataille du Cateau se sont arrêtés dans le bois d'évêque. Les Allemands étaient de l'autre côté du canal. Donc, pendant 15 jours, les bombes passaient au-dessus et parfois quelquefois au village. Quelquefois dans le village, et tombaient partout. Et puis, il y a ça on l'a appris bien après, un poète anglais qui s'appelait Wilfred Owen, qui s'était battu à Joncourt, dans l'Aisne,
et qui avait là retourné la mitrailleuse des Allemands sur les Allemands eux-mêmes, et du coup avait obtenu la Military Cross, la médaille de la guerre anglaise. Et ensuite il est arrivé à Or. Ils ont trouvé la maison forestière dans laquelle ils ont pu s'abriter dans la cave, et là il a écrit la dernière lettre à sa mère en disant « Il n'y a aucun danger ici, mais s'il y en a, il sera passé quand vous lirez la lettre ». Enfin, c'était un peu prémonitoire. Et ensuite, les Anglais ont attaqué les Allemands, donc il fallait traverser le canal. Leur but, c'était de mettre des flotteurs sur le canal, mais le gradé, le colonel Marshall, qui était là, avait fait un repérage et avait dit « De toute façon, on ne passera jamais ». L'état-major a dit « Vous passez ». Donc ils sont tous fait massacrer, et Owen en partie. Quelques années plus tard, bon, il y a quand même d'autres soldats anglais qui ont pu contourner l'écluse et qui ont finalement pris les Allemands en revers, et ensuite sont partis sur ça a permis de retarder la... Voilà, ça a permis quand même de retarder, mais moi je me dis que les Anglais qui avaient combattu pendant des années, qui s'étaient fait massacrer comme des lapins, n'avaient toujours pas enregistré que c'était dangereux et qu'il y avait peut-être d'autres moyens que de vouloir passer à tout prix. Enfin, peu importe. Ça, c'est une histoire. Ouais. Alors, apparemment, on a eu quand même 107 soldats britanniques qui vont être inhumés au cimetière militaire. Voilà. Et on a 63 également dans le cimetière communal. Donc, apparemment, ceux qui ont été... enfin, tous ont été tués au bord du canal, mais je pense que dans le cimetière communal, ils ont ramené les gradés. Parce qu'il y a le colonel Marshall, il y a un autre lieutenant, il y a Owen. Donc je pense que l'état-major, ils n'ont pas voulu le mettre avec les autres. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai jamais eu l'explication. Et donc on a 2 cimetières, et il y en avait un qui était complètement perdu dans les pâtures. Et les Anglais, quand ils venaient visiter leurs ancêtres, en fait, venaient en mairie en disant monsieur le maire, où est le cimetière? Et puis on a essayé d'y aller, mais il y a des vaches, on ne peut pas passer. Parce que finalement, c'est vrai que c'est une particularité, c'est que ce cimetière est au milieu des pâtures. Au milieu des pâtures, complètement. Alors, je ne sais pas combien de mètres de la route, mais c'est quand même assez important. C'est quand même assez important, oui. Et donc, comme les Anglais venaient visiter la tombe d'Owen, ce lieu où avait eu lieu la bataille finalement, puisqu'à de l'autre côté du canal, et on a décidé, et la plaque qui avait été posée au bord du canal en 91, on a décidé de relier ça, et donc la commune a racheté un passage dans les pâtures qui étaient privées, et on a créé le sentier Owen, enfin le chemin de mémoire Owen. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'au niveau des habitants, on ne connaissait pas un petit peu Owen. Non. Et finalement, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient, des voitures qui venaient d'Angleterre, qui venaient à Ors pour voir la tombe et finalement le canal où ce poète était. Ça vous a surpris? Ça m'a surpris. En fait, c'est en 91 où 2 Anglais sont venus. Il y avait Helen Macphail, qui est une dame qui a suivi, enfin qui a fait pas mal d'articles sur Owen et sur la guerre, et un militaire, en disant il y a un poète, il y a un soldat qui était poète, qui a été tué chez vous, est-ce qu'on peut mettre une plaque sur le bord du canal? Naturellement, à l'époque, le maire de l'époque a dit bah oui, il n'y a pas de problème, mais eux voulaient le mettre sur la maison qui existe sur le pont, et on a dit non, c'est quand même pas très bien, on va créer un petit monument. Donc on a créé une petite stèle, on a mis la plaque, et puis moi je dis mais c'est un poète, il est connu en Angleterre, et ils me disent bah oui, on l'étudie en classe. Si on l'étudie en classe quand même, c'est pas normal que nous on ne sache même pas son existence. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, il y a une association. Est-ce que je peux faire partie de l'association? Oui, avec plaisir. Donc, je fais partie de l'association. Ouais. Et 2 ans après, peut-être, ils reviennent en disant il a écrit la dernière lettre à sa mère dans une maison forestière qui est sur votre commune. Bon, il n'y avait pas 50 maisons forestières. On y est allé. À l'époque, elle était occupée par les militaires.
Donc on visite la cave avec ces deux Anglais. Et puis, partant de là, ils l'ont fait savoir en Angleterre, et les Anglais débarquaient dans le village et voulaient voir la cave. Et donc, à chaque fois, je demandais au capitaine du camp militaire, est-ce qu'on peut avoir les clés, aller visiter la cave. Et puis, quand l'armée est partie, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose sur cette maison, parce que la cave, mais elle a rien pour nous, elle n'avait rien de particulier. Mais pour les Anglais, c'était un lieu de mémoire, un lieu de référence. Moi, je me souviens, les premières fois où j'ai ouvert cette porte, ils me sautaient tous au cou en disant merci, merci. Oui. Que pour moi, c'était étrange, quoi. On n'a pas la même fibre. Non, déjà. Et il y a un esprit de souvenir, de mémoire extrêmement différent. Pour les Anglais, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de visites d'Anglais qui veulent visiter, voir ce qui se passe. Il y a une fibre complètement différente. Alors que les Anglais, lorsqu'on voit les cimetières anglais civils, ils sont beaucoup moins entretenus que les nôtres. Par contre, quand c'est militaire, alors là, c'est au carré, c'est carrément tendu, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors ce bâtiment, qu'est-ce qu'il va devenir ? Il va continuer. Alors ce bâtiment a été transformé par un plasticien anglais qui s'appelle Simon, parce que en fait, on voulait faire quelque chose sur ce bâtiment qui ait du sens pour les Anglais, parce que pour nous, on fait visiter une maison qui avait été transformée par l'armée. Il y avait une cuisine, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc on a cherché, on a travaillé avec Art Connection et les nouveaux commanditaires de la Fondation de France, qui ont dit oui, on peut faire quelque chose, on va regarder pour transformer. Donc ils ont trouvé un plasticien anglais qui s'appelle Simon Patterson, qui est venu, on a fait des allers-retours, on a fait un cahier des charges, et de là, il a construit une œuvre, une maquette sur cette maison, et c'est un architecte anglais, partant de cette maquette, a fait des plans. Et c'est comme ça qu'on a transformé cette maison forestière avec des fonds de l'État, de la Fondation de France, du département, de la communauté de communes de l'époque et puis d'autres donateurs. Donc une toiture en forme de livre. Alors une toiture en forme de livre ouvert et à l'intérieur entièrement évidé avec des plaques de verre sur les murs sur lesquelles il y a un facsimilé d'un poème d'Owen, et là-dessus, on projette d'autres poèmes à tour de rôle, ça tourne sur tous les murs, et on entend les poèmes en français et en anglais. Alors, c'est important. Jour de l'inauguration de cette maison forestière. Alors, à l'inauguration de cette maison forestière, on a demandé au ministre, qui était Mitterrand à l'époque, de venir l'inaugurer, et aussitôt il a dit oui, ça m'intéresse, je viens. Et donc ça a été donc c'est quand même impressionnant qu'un ministre vienne inaugurer et en disant monsieur le maire, c'est vraiment bien que vous ayez pu construire ça, et ça a du sens. Et donc il devait d'ailleurs pas faire de discours, ou rester très peu, et puis en fait il est resté beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. D'accord. Donc il était vraiment sous le charme de cette maison. Alors on reste dans le lieu tout près, un peu plus près de nous. Donc la communauté d'Aglo a racheté le bâtiment d'à côté. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors ce bâtiment va servir à la fois à permettre de visiter cette maison forestière apparemment, de présenter le Bois-l'Évêque et tout ce qu'on peut faire autour, de présenter, si j'ai bien compris, aussi le village, j'essaie de les inviter à faire ça, de présenter le bocage, donc de présenter la nature, et de présenter l'histoire, à la fois d'Owen, et aussi maintenant de Stevenson, de Robert Stevenson, qui est passé sur le canal avec un canoë, bien avant Owen, mais donc il y a là aussi deux Anglais qui ont été tous deux à Édimbourg et qui se retrouvent sur ce canal, et donc c'est encore un plus, et c'est encore aussi
des Anglais. Alors, on a au moins 2 personnes, mais on a également un certain François Stanislas Chloé. Chloé qui a créé Il a participé à la création de la Société chimique de voilà, et de France. qui est apparemment très connu et qui est né dans la commune. D'accord. Mais là, pour nous, il a fallu beaucoup de temps pour qu'on apprenne qu'il était là et ce qu'il a fait. Bah, apparemment, il serait né le 24 juin 1817 et mort le 12 octobre 1883. Ouais. Donc ça, c'est assez vieux. Oui, c'est assez vieux et nous, on a mis du temps à le découvrir.